Bonsoir Emma Aziza. Bonsoir. Vous êtes hydrologue, présidente fondatrice du centre de recherche Mayan. Une partie de la France sous la pluie, plusieurs départements en vigilance orange inondation. À Saintes, en Charente-Maritime, le fleuve est monté jusqu'à 6,20 mètres ce week-end. Le maire de la ville parle d'une crue historique. Est-ce qu'il a raison ? Effectivement, c'est une crue historique, mais quand on regarde l'histoire, on a eu des crues bien pires, effectivement, en 82, en 1994. Sauf qu'en 82, on a eu 3000 maisons inondées, on a eu des routes qui ont été complètement ravagées, mais on a reconstruit bien souvent à l'identique. Et là, quand il va y avoir cette phase de décrue, on va compter justement ces dommages. Et donc, ça pose la question de, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre le temps, en 39 ans, de réussir à s'adapter ? Et Saintes, c'est vraiment très spécifique parce que c'est un cours d'eau, enfin la Charente en fait, est un fleuve avec un très très faible débit. Ce qui est positif, c'est que en général, quand on a des crues historiques, on n'a quasiment pas de dommages humains, c'est-à-dire qu'on n'a pas de victimes. Oui, là, il y a plus d'une centaine d'habitants qui ont été évacués. C'est ça. Alors, on est évacué parce qu'effectivement, il y a des risques d'hydrocution, il y a des risques localisés, mais on n'est pas sur les crues éclairs que l'on peut vivre dans le sud-est de la France où ça ravage tout sur son passage. Là, on voit les choses venir et surtout, on voit que le débit est très lent de cette crue. Cette crue ne s'écoule pas parce qu'on est sur un territoire qui est quasiment plat. 60% du bassin versant a une topographie quasiment, à une altimétrie à moins de 100 mètres de hauteur. Donc, vous voyez, c'est une signature très spécifique et ça pose la question, le fleuve Charente, justement, de ce risque inondation en France sur des bassins comme la Charente où ça a été très peu étudié, très peu analysé. Il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin. Alors on va revenir sur les solutions effectivement, mais avant cela pour bien qu'on comprenne, vous dites que ce n'est pas la première crue ni la première inondation, on pourrait parler aussi du Lot-et-Garonne où il y a eu plusieurs inondations, même si celle-ci est d'une ampleur inégalée depuis 40 ans. Qu'est-ce qui marque la différence ? Quelle est la grande différence justement entre ces anciennes crues et celles d'aujourd'hui ? Alors la différence, c'est que déjà notre territoire est devenu beaucoup plus vulnérable. Pourquoi ? Tout simplement parce que on avait, si on regarde juste la Charente, on avait des zones boisées qui se sont transformées en cultures céréalières. Au fur et à mesure du temps, l'urbanisation a grignoté certaines zones. Ces zones qui étaient reconnues comme étant des zones inondables, c'est-à-dire qu'on a le lit mineur de la rivière qui est finalement le lieu où passe l'eau dans son temps habituel. Et puis vous avez ce lit majeur qui là s'étend sur plusieurs kilomètres de large. Et donc ce grand bassin est connu. On sait exactement jusqu'où l'eau peut arriver. Et c'est là qu'on peut se poser d'ailleurs des questions en matière de prévention. Donc ça veut dire aussi des surfaces qui sont moins prêtes à absorber l'eau qui tombe, les pluies diluviennes ou la quantité de pluie anormale qui tombe, c'est ça ? Plus une goutte d'eau ne peut être absorbée, par les sols ? C'est ça. Actuellement, c'est une zone qui est complètement saturée. C'est-à-dire que la moindre goutte d'eau va être un apport supplémentaire au risque inondation. Mais c'est aussi une zone qui a connu des sécheresses extrêmes cet été, puisqu'on a des débits qui peuvent descendre jusqu'à 6 mètres cubes secondes sur la Charente, alors que là, on se retrouve avec des hauteurs d'eau spectaculaires. Mais alors justement, vous parliez de sécheresse. On sait aussi qu'on va vers des périodes caniculaires qui vont probablement se répéter d'année après année. Est-ce que, alors là je pense aux agriculteurs, est-ce que si on essaye de voir peut-être des points, alors peut-être pas positifs, mais en tout cas moins négatifs de ces crues, est-ce que le fait qu'elles remplissent davantage les nappes phréatiques pourrait être un petit point positif ? Alors malheureusement non, tout simplement parce que ces 4 dernières années nous ont montré à quel point ce n'était pas le cas. Cette année, juste en 2020, on a démarré une saison printanière avec des recharges des nappes qui étaient de l'ordre de plus 30%. C'est-à-dire que c'était colossal. Il avait particulièrement plu cet hiver, même si c'était un non-hiver. On n'avait pas eu de froid, mais on avait eu beaucoup de pluie. Et pour autant, on a vécu une sécheresse exceptionnelle. Donc on voit que la corrélation n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que dès que le printemps arrive, qu'on a cette reprise végétale, et donc avec ça, si vous voulez, des vents très secs, des températures supérieures à la normale, et vous croisez à ça des effets caniculaires sur des périodes très spécifiques, et on replonge dans des sécheresses extrêmes. Donc on voit bien qu'une canicule suffit pour faire basculer le système, et tout s'évapore, et à ce moment-là, on bascule d'un extrême à l'autre. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, ce qui est assez contre-intuitif quand on n'y connaît rien, c'est que plus on va vers des périodes de canicule, et là Météo France vient de donner des prévisions à plus 6 degrés l'été, la période de 2100, ça veut dire que plus on va vers des canicules, plus on va vers des risques d'inondation. Les deux.
en fait. Effectivement, on prend l'année 2019, rappelez-vous, au mois de juin, on avait 42 degrés à Paris, 46 degrés dans le sud. Ce seront des températures qui, dans les années à venir, vont être des températures habituelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inertie au niveau atmosphérique, c'est-à-dire que tous les gaz à effet de serre qui ont été émis ces 30 dernières années restent dans l'atmosphère. Vous fermez en fait avec une cloche l'atmosphère et donc vous laissez cet état atmosphérique et ce niveau de chaleur. Donc ça engendre quoi ? Dès lors qu'on a des systèmes dépressionnaires, donc ces pluies qui arrivent, on va avoir à chaque degré supplémentaire, on a un pourcentage d'eau supplémentaire qui va précipiter. Donc on a plus de pluie lorsque ces dépressions arrivent. Et puis lorsque ces anticyclones se produisent, donc ces phases de beau temps, il fait beaucoup plus chaud. Rappelez-vous, on est sur 2020, une année historique, jamais recensée comme la plus chaude. Mais on n'est pas en train de parler de l'Australie ou de l'Inde, on est en train de parler de la France. Et donc il va falloir se préparer. Et il y a urgence à se préparer. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus souvent des périodes d'inondation, ce que vous êtes en train de nous dire. Je crois qu'il y a un chiffre, une commune sur deux, 17 millions de Français qui sont soumis au risque d'inondation en France, mais ça veut dire aussi que finalement, même si on n'habite pas en zone dite inondable, il y a des risques aujourd'hui. C'est ça. Ça, ce sont les chiffres officiels lorsque l'on est dans une zone reconnue comme étant inondable. Ah oui, donc c'est même sous-estimé. Le problème, c'est qu'on n'intègre pas dans ces chiffres le risque de ruissellement. Mais lorsqu'on a des précipitations comme on a eu sur les Alpes-Maritimes, la Tinée, la Vésubie et la Roya. Avec la Roya qui était évidemment... On a eu 500 mm de pluie, 500 litres d'eau par mètre carré qui sont arrivés, qui se sont abattus sur un territoire. Peu importe le territoire où il se trouve, même si ce ne sont pas des zones inondables, on aura des effets de ruissellement spectaculaires. Donc il faut absolument adapter nos comportements, nos bâtiments et nos entreprises pour qu'on soit résilient et qu'en même temps, on réussisse à freiner cette émission de gaz à effet de serre, mais qui n'aura un effet que dans 10 à 20 ans. Il faut vraiment en avoir conscience. Justement, alors, des crues, des inondations, il y en a depuis des siècles. Je me souviens, j'y étais pas, mais il y a comme cette fameuse inondation de la Seine en 1910. Aujourd'hui, ça veut dire que ça pourrait se reproduire. Alors voilà, on voit des images d'il y a plus de 100 ans. Ça pourrait se reproduire aujourd'hui ? Alors ça va se reproduire. Ça va se reproduire. Clairement, une inondation centenale, c'est une inondation qui a une chance sur 100 de se produire chaque année. C'est qu'un repère statistique. Sur un territoire qui s'est anthropisé, c'est-à-dire qui a été aménagé par l'homme. Et donc nécessairement, les dommages coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui qu'hier. Et donc on estime qu'une crue de la Seine de type 1910 qui se produirait aujourd'hui coûterait 30 milliards d'euros de dommages. Énorme. Rappelez-vous, 2016, on a eu une crue au mois de juin qui a duré que quelques jours, qui a touché un tout petit bassin qui était le bassin du Loing, qui ensuite s'est épanché dans la Seine à partir de ces pluies exceptionnelles. Et pour autant, on a eu 1,3 milliard d'euros de dommages. Donc imaginez si toute la Seine est concernée. Donc il faut anticiper. Alors ce que vous dites aussi, c'est que c'est pas forcément anticiper en faisant tout pour détourner ou contrôler les crues, les inondations et l'eau, mais c'est plutôt protéger les alentours, les maisons, les habitations. Est-ce qu'on voit que c'est suivi des faits, les endroits où il y a eu évidemment des zones inondées? Est-ce que la population a changé ses habitudes? Alors déjà, on a changé de culture, c'est-à-dire qu'on était sur un héritage très napoléonien où on avait eu des grandes crues sur la Loire, 1836, 1846, 1856, qui avaient été des crues centennales et qui avaient imposé le fait qu'on construise des digues, qu'on construise des ouvrages. Et on s'est dit, on va réussir à contrôler l'eau. On va réussir à contrôler cette menace qui nous arrive parce qu'avec notre ingéniosité, finalement, on va y arriver. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il faut se protéger les enjeux. Donc il faut changer notre focale et il faut se dire, à partir d'une maison, si elle a telle hauteur d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'eau ne pénètre pas, pour qu'il n'y ait pas de dommages? Et pour tout ça, il y a des solutions. Alors les enjeux, c'est ça, c'est les habitations, des solutions pour les bureaux, les immeubles, les entreprises. Alors lesquelles très rapidement? Très rapidement, ne serait-ce que sur des crues lentes de ce type-là, des bâtards d'eau, ce sont des systèmes occultant les portes et les fenêtres, permettent à l'eau de ne pas pénétrer, des clapets anti-retour qui évitent à l'eau de pénétrer par les sanitaires. Vous voyez, ce sont des petites solutions, mais il faut que tous les architectes, tous les urbanistes prennent en considération ces solutions et que de manière massive, on les mette en application dans ce qu'on appelle des diagnostics de vulnérabilité qui permettent d'évaluer la hauteur d'eau. Et surtout, derrière, il y a une prise en charge des travaux par l'État. Et ça, c'est colossal, mais souvent, les gens ne savent pas. Eh bien, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Emma Aziza. Je rappelle que vous êtes hydrologue et présidente fondatrice du Centre Recherche Mayan. Tout de suite, c'est dans l'air, une émission intitulée ce soir « Annuler la dette, c'est vraiment possible ». Bonne émission à vous.